Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abderrizquer d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, le mystère de la chambre close. Bonjour Holmes. Bien dormi? Admirablement. Et vous? Oh, j'ai encore été réveillé par cette rengaine. Depuis des années qu'il nous lacerine sur son orgue de barbarie, le vieux John pourrait nous offrir une mélodie nouvelle. Dieu l'en garde, cette valse fait partie de mon décor, Watson. S'il en jouait une autre, ce serait comme si nous changions de mobilier. Je ne me sentirais plus chez moi. Oh, seriez-vous poète? Non, anglais. Donc attaché à toute tradition, fût-elle créée par un mendiant. Tiens, pourquoi s'arrête-t-il si brusquement? Oh, 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 venez voir. Venez voir, c'est une ravissante jeune fille, accompagnée d'un bel officier. Il demande un renseignement à John. Il leur montre notre maison, c'est peut-être parce qu'il nous cherche. Ah mais oui, il traverse. Non, regardez, le bel officier prend congé de la demoiselle. Oh, vous avez vu la tristesse de leur regard? Voilà des gens qui s'aiment, Watson. Joli couple. Et de loin, on se dit au revoir de la main. Oh, c'est touchant. Vous ne comprendrez jamais rien à l'amour. Tenez, elle traverse. Mais oui, c'est chez nous qu'elle vient. Vite, Watson, donnez-vous un coup de peigne, peignez vos moustaches, et rectifiez votre cravate, et allez ouvrir. C'est ainsi, mes chers amis, que commença un matin d'avril 1897 une bien curieuse aventure. Nous l'appellerons, si vous le voulez, le mystère de la chambre close. Il posait un problème quasi insoluble. Scotland Yard n'y comprenait rien, et vous allez voir comment Sherlock Holmes, lui, parvint à le résoudre. C'est bien ici qu'habite Monsieur Sherlock Holmes. Oui, mademoiselle. Entrez. Le salon est par ici. Monsieur Sherlock Holmes. Oui, mademoiselle, veuillez vous asseoir. Je vous écoute. Je m'appelle Cora Murray. Je pense que monsieur est le docteur Watson. Oh, excusez-moi, je ne vous l'ai pas présenté. Il est mon collaborateur. Vous pouvez parler sans crainte devant lui. Mademoiselle. C'est parce que j'ai lu vos récits des enquêtes de monsieur Holmes, docteur, que cette nuit j'ai eu l'idée de venir vous voir. Voilà. Il s'agit de la mort de 2 personnes dans des circonstances ahurissantes. Hier soir, vers 9h, le colonel Burton et sa femme Ella ont été assassinés dans une pièce hermétiquement close. La porte était fermée à clé de l'intérieur, les 2 portes-fenêtres qui donnent sur le jardin l'étaient également, et dans le corps de la cheminée, il y a une grille qui empêcherait qui que ce soit de descendre. Enfin, la police n'a découvert aucune trappe ni aucune porte secrète permettant à un assassin d'entrer et de sortir à volonté. Et l'arme du crime? C'est un revolver qu'on a retrouvé dans la main droite du colonel. Il s'agit d'un double suicide, tout simplement. Oui, c'est ce que dit Scotland Yard. Mais moi, monsieur Holmes, je suis sûre que non. Allons donc, toutes les issues étaient fermées de l'intérieur. Mais quand même, l'inspecteur MacDonald, qui a enquêté cette nuit, conclut que le colonel a d'abord tué sa femme et qu'après il s'est suicidé. Cela me paraît vraisemblable. Mais c'est impossible. Pourquoi? Mais psychologiquement. Le colonel Burton était très heureux et il n'avait aucune raison de tuer sa femme puis de se suicider. Un accès de folie, peut-être. Mais non. Il était parfaitement équilibré et surtout il était très pieux. Avant d'entrer dans l'armée, il avait songé à se faire pasteur et il n'est pas imaginable que quoi que ce fût l'ait poussé à un assassinat puis à un suicide. Oh, c'est pourquoi je viens, monsieur Holmes.
Vous demandez de faire toute la lumière sur cette affaire et de laver la mémoire du colonel Burton d'un double crime qu'il n'a pas commis. Soupçonnez-vous quelqu'un? Y a-t-il un détail matériel qui soit déjà venu confirmer votre première impression? Non, aucun détail, hélas. Et je ne soupçonne personne. Oui. Voilà qui s'annonce mal. Voyons, prenons les choses par le commencement. Et racontez-moi tout sans rien omettre. Voilà, monsieur Holmes. J'ai 22 ans. J'ai toujours vécu à Inverness, dans le nord de l'Écosse. J'ai perdu ma mère très jeune et mon père est mort il y a 3 mois. Il avait pour ami intime le colonel Burton, qui m'a connue toute petite et qui m'aimait beaucoup. Le colonel habitait à 10 kilomètres de Londres, une maison isolée au milieu d'un parc, enfouie dans les arbres, et pour tout dire assez sinistre. À la mort de mon père, il m'avait invité à passer quelques jours chez lui. Ayant eu diverses affaires à régler, ce n'est qu'avant-hier soir qu'une voiture me déposait avec ma valise devant la propriété. Il faisait nuit. Aucune lumière dans la maison. Je sonne. Presque aussitôt, la porte s'ouvre. Et je vois une haute forme blanche. Salam. Je suis Cora Murray. J'ai été invitée par le colonel Burton. Oui. Par ici. C'était un domestique hindou. Sous le turban immaculé et dans le visage sombre, ses yeux luisaient comme ceux d'un chat. En entrant dans cette maison, je fus, je l'avoue, assez désagréablement surprise. Mais heureusement, le colonel a couru. Cora, mon petit, comme je suis heureux de te voir. Mais qu'as-tu, tu es toute pâle. Ce n'est rien. Shundra, Sab. prends la valise de mademoiselle et monte-la dans sa chambre. Oui. Oh, laisse-moi te regarder, Cora. Que de souvenirs tu représentes pour moi. Je vous aimais bien tous les trois. Hélas, ta mère est partie si jeune. Et voilà maintenant que c'est le tour de ton père. Il n'a pas trop souffert. J'ai vécu avec lui de si bons moments. Et maintenant me voilà en Angleterre pour toujours. Retraité et vieux barbon marié à une jeune femme. Êtes-vous heureux? Mon Dieu, oui. Pour une hindoue, elle là ne comprend pas trop mal son mari anglais. Le seul ennui, c'est que j'ai dû emmener Shundra. Le domestique? Oui, c'est le frère de lait de ma femme. Il me déteste. Pourquoi donc? Parce que je lui ai pris elle. Il voulait l'épouser? Non, ils ne sont pas de la même caste. N'empêche qu'il a pour elle beaucoup plus que du dévouement, et pour moi, une espèce de haine qu'il ne manifeste pas, bien entendu. Mais je la sens là, toute prête. Qu'en pense votre femme? Oh, elle dit que je me fais des idées. Ah, tiens, la voici. Et là, je te présente Cora Murray, la fille de mon meilleur ami. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mais tu peux l'appeler Ella. Vous avez presque le même âge. En effet, Ella pouvait avoir 25 ans tout au plus. Elle était étrangement maigre avec son sari orange. Elle avait un point bleu tatoué sur le front. Et son regard trahissait une dureté froide qui me causa un indéfinissable malaise. Allons. Je vous laisse bavarder toutes les deux. Et là, tu feras les honneurs de la maison. Vous plaisez-vous en Angleterre, Ella? Non. Vous regrettez les Indes? Oui. Oh, quel dommage. Heureusement, il y a le musée. Quel musée? Venez.
Ella m'emmena dans une vaste pièce qui donnait sur le parc par 2 portes-fenêtres. C'était en effet une espèce de musée hindou, et à la lueur de la lampe qu'elle venait d'allumer, je vis surgir des formes étranges, des statues grimaçantes qui réussirent à merveille à augmenter encore l'angoisse qui ne me quittait pas depuis mon arrivée. Shiva Nataraja. En le nommant, Ella me montrait un dieu à 4 bras, des serpents sur la tête, dansant au corps d'un démon entouré de flammes. Kali. Ella regardait en souriant la statue d'une horrible femme aux yeux sanglants, à la langue pendante encadrée d'énormes crocs et dont le cou était entouré d'une guirlande de crânes. Gamesha. C'était un éléphant au très gros ventre, assis sur une souris. Mais l'objet de sa plus grande vénération était un masque mortuaire, hideux, blanchâtre, dont les yeux faits de 2 pierres précieuses reflétaient les lueurs de la lampe. C'est Shundra qu'il a donné à son maître. Le masque de la mort. Peut-être aurait-il pu lui offrir quelque chose de plus gai. Shundra est le fils d'un sadhu, Un sadhu? Qu'est-ce que c'est? un saint homme. Un fakir? Oui. Comme son père, Shundra ignore la limitation du temps et de l'espace. Il peut vivre plusieurs vies. Son corps peut passer au travers des substances. Des portes et des murs. Il ne faut pas rire. Quand je m'ennuie, je viens ici. C'est vous qui avez réuni toutes ces merveilles? Non. Le colonel, il est très amateur. Collectionneur comme le major Henshaw que vous verrez demain. Ici, cette collection, c'est beaucoup d'argent. Venez. Je vous montre votre chambre. La soirée fut assez pénible. Le colonel Burton s'efforçait de mettre un peu de gaieté dans la conversation, mais sans y parvenir. Qu'aurait-il pu contre une invitée angoissée, une épouse glaciale, un maître d'hôtel inquiétant et une pluie qui distillait sa chanson monotone contre les vitres? Couchée de bonne heure, je dormis assez mal et le lendemain, j'étais bien décidée à inventer n'importe quel prétexte pour fuir poliment cette maison quand le colonel, m'avait-il deviné, eut pour moi une attention charmante. Il invita son neveu, lieutenant aux Horse Guards, qui put se rendre libre au début de l'après-midi jusqu'à ce matin. Est-ce cet officier qui vous a conduite ici tout à l'heure? Ah, vous l'avez vu? Oui, de ma fenêtre. Oui, en effet, c'est lui. Le lieutenant Jack Lasker. Il n'a pas pu monter avec moi, il fallait qu'il soit à 9h à la Tour de Londres. Bref, Jack apporta dans la maison du colonel une gaieté dont nous avions bien besoin. Vous aimez ma tante? Quelle tante? Eh bien, elle est là. Elle est plus jeune que moi, mais elle est la femme de mon oncle. Alors c'est ma tante. Quel poison, cette moricaud. Elle peut pas me sentir. Ah, elle m'a parlé de vous hier soir. Elle m'a dit qu'il serait temps que vous deveniez sérieux. Oh, j'ai toute la vie devant moi. Elle est vieille avant l'âge. Alors c'est vrai que vous menez une vie de bâton de chaise? Eh ben, si mon oncle avait l'intention de faire un mariage entre nous, vous vous l'a prévenu. Mais n'en croyez pas un mot. Elle est une mauvaise langue et une intrigante. Croyez-vous que si mon oncle n'avait pas été très riche, elle serait allée épouser un Anglais et de 30 ans plus vieux qu'elle? Une demi-heure plus tôt, le major Henshaw était arrivé de Londres avec sa valise pour le week-end. Et il s'était tout de suite enfermé dans le musée avec le colonel. La conversation avait dû tourner à l'aigre puisque les éclats de voix parvenaient jusqu'à nous. Soudain, le major sortit, rouge de colère. Ah, je ne suis pas prêt de l'oublier, celle-là. On ne fait pas ça, un ami. Bonjour, Major, que se passe-t-il donc? Ah, il y a que ton oncle m'a soufflé chez Morrison et Walker un amour de petite statuette hindoue que je convoquais depuis des mois. Ouais, il le savait, il a profité de ce que momentanément je n'étais pas en fond pour l'acheter. Je lui en offre le prix qu'il veut. Il sait me répondre qu'une seule chose,
Je la garde. Mais il fallait arriver le premier, mon vieux. Oh, tenez, je préfère mon aller. Non, vous n'allez pas nous faire ça, non. Vous nous avez promis de passer le week-end avec nous, vous ne partirez pas. Le major fit semblant de se calmer, mais il était toujours aussi furieux. Et tandis que Jack allait s'enfermer dans le salon avec le colonel, Ella et moi, nous fîmes de notre mieux pour consoler le vieux collectionneur déçu. Puis ce fut le dîner, qui heureusement ne ressemblait en rien à celui de la veille. Si le major paraissait avaler sa rage avec son porridge, Jack, par contre, nous amusait avec ses histoires militaires. Je fus cependant frappée de l'air soucieux du colonel. Et puis, quand le dîner fut terminé, il pria sa femme de venir avec lui dans le musée. Il avait à lui parler, et ils s'y enfermèrent à clé. Excusez-moi de vous interrompre. Dans cette maison, quelle est exactement la disposition des pièces? Eh bien, quand on est dans le parc et qu'on regarde la façade, on voit au milieu la porte d'entrée et de chaque côté une grande pièce éclairée par 2 portes-fenêtres. Celle de droite, c'est la salle à manger, et celle de gauche, le musée. Et où se trouve le salon? Derrière la salle à manger, sur l'autre face de la maison. Le salon et la salle à manger communiquent, naturellement. Non, la double porte a été condamnée à cause d'un immense buffet qu'on pouvait mettre là. Mmh. Et derrière le musée, qu'y a-t-il? L'escalier qui monte au premier étage. On y accède par le couloir central. Si je comprends bien, quand on entre dans la maison, on se trouve dans un couloir. Tout de suite à gauche, on a la porte qui donne sur le musée, et tout de suite à droite, celle qui donne sur la salle à manger. Oui, exactement. Et en avançant dans le couloir, on trouve à gauche, au fond, l'escalier, et à droite, la porte du salon. Oui, c'est cela. Alors, une fois le colonel et sa femme enfermés à clé dans le musée, que s'est-il passé? Eh bien, le major devenait de plus en plus nerveux. Au contraire du colonel, il a un caractère nettement mal équilibré. Nous étions passés dans le salon, lui, Jack et moi, et il faisait les 100 pas dans la pièce comme s'il attendait quelque chose de la conversation qui avait lieu dans le musée. Je proposais à Jack et au major de faire une partie de whist. Excellente idée. Non, je ne veux pas. Oh, écoutez, C'est impossible. mon oncle et ma tante se disputent. Pour changer, ils sont pas d'accord. Ton oncle est un type impossible. Excusez-moi, je monte une seconde dans ma chambre chercher ma blague à tabac. Mais je vous en prie. Pendant ce temps-là, je vais battre les cartes. Eh ben, moi, je file dans la salle à manger chercher la carafe de Porto. Dire que les Français ont la prétention d'avoir un goût raffiné et ils boivent le Porto en guise d'apéritif. Une seconde, ravissante Cora, et je reviens. Tiens, où sont donc les cartes? Et hier soir, on les a mises dans ce tiroir. Qu'est-ce que c'est? Jack! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Ah ben, vous avez entendu, on a tiré. C'est dans le musée. Un cambrioleur, peut-être. Mon oncle est là. Mon oncle est là. Mon oncle. Oh, écoutez, je vais voir dehors. S'ils n'ont pas fermé les rideaux par les portes-fenêtres, on se rendra peut-être compte de ce qui s'est passé. Major, surveillez la porte, au cas où le cambrioleur voudrait sortir. Jack et moi, nous sommes sortis par la première porte-fenêtre. Nous avons aperçu le colonel, et là, gissant sur le tapis au milieu d'une mare de sang. Alors Jack est allé à l'autre porte-fenêtre, et arrachant une des rocailles qui servait de bordure à un massif de fleurs, il la jeta dans une des vitres. Puis, passant par l'ouverture ainsi pratiquée, il se précipita dans le musée. Il se pencha sur son oncle. À mon tour, j'entrai dans la pièce. Cora, c'est épouvantable. Il est mort. Et elle là. Tué d'une balle dans le dos. Oh, mais le cambrioleur. Il n'y a personne. Cora, je crois que c'est encore plus affreux que nous ne pouvions le penser. Regardez. Quoi? Ce revolver? Oui. Il l'a tué et après il s'est suicidé. Il s'est logé une balle dans la tête. Oh, ce n'est pas possible. À tout hasard, il faut appeler un médecin. Le médecin constata la mort du colonel et de Ella.
Et Shundra, il avait entendu les coups de feu? Oui. Il était monté de sa cuisine et avait pénétré dans le musée par la porte-fenêtre dont la vitre était brisée. Il regarda froidement les 2 cadavres et il adressa un sourire indéfinissable au masque de la mort. Et quelle fut l'attitude du major? Oh, ses genoux tremblaient, il bégayait. Quand l'inspecteur MacDonald l'interrogea cette nuit, il n'en tira pas grand-chose. Le pauvre homme, il avait l'air effondré. Bon. Voyons, il est maintenant 10 heures. Veuillez m'inscrire sur ce papier, mademoiselle, l'adresse exacte du colonel, et je vous retrouverai là-bas au début de l'après-midi. Je pense y rencontrer les témoins du drame, sauf peut-être le lieutenant. Mais il m'a promis de se rendre libre dès la fin de la matinée, et il me rejoindra aussitôt. La jeune fille ne remarqua pas le regard moqueur de Sherlock Holmes quand il la vit rougir à la perspective de retrouver le bel officier. Décidément, c'était chronique. Depuis que mon ami avait été roulé par la belle Irène Adler dans l'affaire du roi de Bohême, il n'avait plus la moindre indulgence pour les femmes. Alors, Watson, que pensez-vous du récit de cette belle enfant? Pour moi, le colonel a tué sa femme et il s'est suicidé après. À moins que son maître d'hôtel fakir n'ait passé à travers les murs. Il y a encore une autre explication. Laquelle? Il est encore trop tôt pour vous l'exposer, mais... Mais vous tenez déjà la clé du mystère. Ah, je le pense. Enfin, nous verrons. Bien entendu, vous venez avec moi à la maison du crime. En douteriez-vous? Alors, rendez-vous ici à 1h. Nous prendrons une voiture pour aller là-bas. En attendant, je vais commencer mon enquête. À tout à l'heure. Comme promis, Sherlock Holmes était de retour et visiblement d'excellente humeur. Je me gardais bien de lui demander où il était allé et... Après une course rapide de 10 kilomètres, notre cab nous déposa devant la propriété du colonel Burton. Cora Murray vint au-devant de nous, accompagnée du lieutenant Jack Lasker et de l'inspecteur MacDonald. Enchanté de vous connaître, mon lieutenant. Et vous, MacDonald, comment ça va? On dirait que vous prenez un peu de ventre. Pourtant, le métier ne m'en laisse pas le temps, monsieur Holmes. Voyons d'abord les lieux. Quand je regarde cette façade... Les 2 portes-fenêtres de droite sont bien celles de la salle à manger, et les 2 portes-fenêtres de gauche sont celles du musée. Exact. La porte-fenêtre du musée, qui était la plus proche de la porte d'entrée, étant fermée, Sherlock Holmes s'approcha de l'autre, dont un des battants avait une vitre brisée. Il regarda par terre. C'est devant cette seconde porte-fenêtre, mon lieutenant, que vous avez ramassé une rocaille pour briser la vitre. Oui, monsieur Holmes. D'ailleurs, voyez la bordure du parterre de fleurs. Le trou est visible. En effet. Et à l'intérieur, les doubles rideaux n'étaient pas tirés. Non, et c'est pourquoi nous avons aperçu tout de suite les 2 corps. Bien. Je crois maintenant que pour entrer, il est aussi simple de passer par ce trou dans la vitre. Mais auparavant, une seconde, vous permettez? Sherlock Holmes se mit à genoux et rassembla méthodiquement les morceaux de verre qui jonchaient le sol. Puis, tout autour du châssis, il arracha l'une après l'autre les longues pointes de verre qui avaient été retenues par le mastic. Et il alla déposer le tout soigneusement devant la cheminée. En se relevant, il fixa tout à coup les yeux sur un coin du tapis. Il se baissa et ramassa un mégot. C'est le cigare du colonel. Vous voyez, il a fait un trou dans le tapis. Cigare hollandais. Il n'y a pas à dire. Vous êtes un as. Savez-vous, mon lieutenant, si votre oncle fumait toujours cette même marque de cigare? Oui, toujours. Mademoiselle Murray et vous, mon lieutenant, quand vous êtes entré dans cette pièce après avoir brisé la vitre, avez-vous remarqué une odeur spéciale? Non, pas particulièrement. Ah, moi, j'ai remarqué que ça sentait terriblement le cigare. Le cigare? Vous êtes sûr? Ah oui. Même à ce moment-là, je me suis dit assez sottement qu'étant donné la présence de ces idoles et de ces brûle-parfums, une odeur d'encens est mieux convenue. Bien, parfait. Je vous remercie. Bonjour. Je suis le major Alonso. Il paraît que vous êtes monsieur Sherlock Holmes. Je comprends mal pourquoi, mademoiselle Murray,
vous a prié d'intervenir dans cette tragédie privée. Privé? Je n'en suis pas si sûr. Ainsi, vous avez eu un assez grave différend avec le colonel juste avant sa mort. Et alors? C'est de ma faute s'il est devenu subitement fou? Le colonel n'est pas devenu fou, Major. Il a été victime d'un meurtre accompli avec un très grand sang-froid. Oh, London. Et Shundra l'avait prédit en offrant à son maître le masque de la mort. N'est-ce pas, Shundra? L'homme ne peut pas empêcher le destin. De toute façon, je reviendrai ici demain matin pour raccorder tous les morceaux de la vitre et essayer de la reconstituer. Travail délicat, mais réalisable. Dans quel but? Nous aurons peut-être une surprise. Qui sait? En attendant, je vous demanderai de laisser un policeman en faction dans cette pièce jusqu'à minuit. Après, il pourra s'en aller. Entendu, monsieur Holmes. Et maintenant, mon cher MacDonald, répondez-moi franchement. Quand vous êtes à table avec des amis, buvez-vous dans le verre qui est devant vous ou prenez-vous le verre de votre voisin? Quoi? Je ne décrirai pas l'air ahuri de l'inspecteur quand il entendit poser une pareille question. D'ailleurs, Sherlock Holmes n'attendit pas la réponse. Il salua tout le monde et m'entraîna vers notre cab qui nous ramena à Londres. Là, je fis la tournée de mes malades et vers 8 heures, je mettais ma clé dans la porte de notre appartement quand... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Watson. Ah, Charles, mais vous êtes fou? Vous tirez des coups de revolver dans le salon, maintenant? N'ayez pas peur, c'était le deuxième et dernier coup. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est de l'extravagance. Devinez. En tout cas, ça sent affreusement la poudre, ici. Et vous osez fumer le cigare dans une atmosphère pareille. Mais vous allez vous intoxiquer. Maintenant, je vous permets d'ouvrir la fenêtre. Vous êtes bien bon. Dites-moi, Watson, quand vous êtes entré dans ce salon, ça sentait la poudre ou le cigare? La poudre, naturellement. Pourtant, j'ai fumé un des cigares hollandais du colonel Burton. Oui, mais l'odeur de la poudre est 100 fois plus forte. Oh, bon, on se serait cru dans un stand de tir. Merci, Watson, c'est tout ce que je voulais savoir. Ceci dit, je vous informe que je repars tout à l'heure pour la maison du crime. J'y serai vers 11 heures. Je me mettrai à l'affût et je serai bien étonné si un peu après minuit, je ne mettais pas la main sur le criminel. Ah. Oui. Je sais que vous ne parlez pas à la légère, mais dites-moi au cours de cette opération, vous serez en danger, bien entendu? Bon. Oui. Alors vous n'irez pas tout seul, je vous accompagne. Dans ce cas, prenez cette matraque, vous aurez à vous en servir. Ah, vous voyez, nous avons couru ensemble assez de dangers, Holmes, pour ne pas rompre la tradition. Merci. Les mots ne me viennent pas, mais je vous écrirai peut-être un jour ce que je pense de vous. Vous emportez votre revolver, j'espère? Oui, il est déjà dans ma poche. Bravo. Nous quittâmes Baker Street vers 10 heures et un cab nous emmena à la propriété. Nous y étions 1 heure plus tard. Sherlock Holmes poussa doucement la grille et je le suivis sans faire de bruit jusqu'à la porte-fenêtre du musée, celle qui était privée d'une vitre. Le policeman de garde braqua sur nous une lampe et mon ami lui fit signe d'observer le plus grand silence. Nous entrâmes tous les trois dans le musée et bientôt nous avions trouvé une excellente cachette accroupie derrière un sarcophage. Policeman. Monsieur Holmes, Quand il sera minuit, vous éteindrez votre lampe et vous quitterez ostensiblement la propriété. À 500 mètres d'ici, vous trouverez l'inspecteur MacDonald, que je suis passé voir cet après-midi à Scotland Yard. Il sera avec d'autres policemen, et sur mon coup de sifflet, vous accourrez pour cueillir le criminel, s'il vient. Mais je serais bien étonné qu'il ne vienne pas. Comme convenu, le policeman partit à minuit et notre attente véritable
commença dans l'obscurité. Seul, un rayon de lune quittait lentement un meuble pour grimper le long du mur. L'atmosphère lourde de parfums aromatisés de ce musée oriental allait, je le sentais bien, me faire sombrer dans une complète léthargie. Et je songeais maintenant à Shundra. Et bien plus que mon ami Holmes, j'en savais assez sur les Indes pour tout craindre de ce fanatique, s'il découvrait que nous étions en train de violer la solitude de ses idoles. Soudain, nous entendîmes des pas sur le gravier du jardin. Les pas s'approchaient. Enfin, une silhouette s'encadra dans la porte-fenêtre et pénétra dans le musée. Elle s'approcha de la cheminée, s'agenouilla, et, levant un marteau, elle se mit à pilonner les cassures de verre que Sherlock Holmes y avait déposées. On les mains! Bandit! Ça y est, il a son compte. Il m'a frappé à l'oreille. Il avait une matraque lui aussi. Allumez la lampe, vite! Hein? Qui est ce type? Regardez. Le lieutenant Jack Lasker. Eh oui! Mais vous le saviez? Il ne manquait plus que la confirmation. La voilà. Alors, monsieur Holmes, vous l'avez? Oui, passez-lui les menottes. Il ne va pas tarder à reprendre connaissance. Mais c'est le lieutenant Lasker? Jack! Mais ce n'est pas possible. Et si, mademoiselle. Mais dites donc, monsieur Holmes, vous allez un peu vite à accuser ce garçon. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui l'assassin? Tout simplement sa présence ici au milieu de la nuit devant cette cheminée et un marteau à la main. Oh, il reprend connaissance. Shundra, de l'eau fraîche, du cognac, vite! Cet individu est indigne de tant de sollicitude, mademoiselle. Oh, Jack. Alors, mon lieutenant, vous vous sentez mieux? Policeman, aidez-le à se relever. C'est vous qui avez tué votre oncle et madame Burton, n'est-ce pas? Laissez-moi. Répondez, c'est vous? Oui, laissez-moi. Ah ça, Jack, c'est toi qui es devenu fou. N'en croyez rien, Major. Il a perpétré ce double assassinat avec une admirable lucidité au contraire. Malheureusement, il ne s'est pas méfié d'une chose. Laquelle? C'est que les craintes d'un meurtrier annihilent parfois son intelligence. Comment cela? Quand j'ai demandé à mademoiselle Murray si en entrant dans le musée immédiatement d'après le crime, elle avait remarqué une odeur particulière, elle m'a répondu « Cela sentait le cigare. » Le cigare, et non la poudre. Or, 2 coups de feu tirés avec le revolver du colonel auraient dû provoquer une odeur de poudre 10 fois plus forte que celle d'un cigare léger hollandais. J'en ai d'ailleurs fait moi-même l'expérience dans mon appartement de Baker Street. J'ai tiré 2 coups de feu tout en fumant un des cigares du colonel. Quand le docteur Watson est entré, il n'a pas été long à me dire que l'atmosphère empestait la poudre et non le cigare. Conclusion, les 2 balles qui avaient tué le colonel et madame Burton n'avaient pas été tirées à l'intérieur de la pièce, mais de l'extérieur. Du jardin? Oui. Mais, alors, les portes-fenêtres étaient fermées. On a tiré à travers une vitre, tout simplement. Comment le savez-vous? Hier matin, quand elle est venue me voir, mademoiselle Murray a prononcé au sujet du lieutenant Lasker l'expression vide bâton de chaise. Bien entendu, je ne le soupçonnais pas encore, mais ayant été un des acteurs, ou tout au moins un des témoins du drame, de plus amples renseignements sur lui ne me semblaient pas inutiles et je suis allé en demander à ses chefs. C'est ainsi que j'ai appris qu'il était joueur et qu'il avait contracté 2 jours plus tôt une dette très importante qu'il n'avait plus encore réglée. Là-dessus, j'arrive à la propriété et une chose me frappe. Après avoir entendu les 2 coups de feu, le lieutenant était sorti dans le jardin avec mademoiselle Murray et tous 2 avaient regardé à l'intérieur du musée par la première porte-fenêtre qui se trouvait à leur droite en sortant. C'est ainsi qu'ils avaient découvert les victimes. À ce moment-là, d'instinct, qu'aurais-je fait à sa place? Qu'auriez-vous fait? Nous nous serions baissés, nous aurions arraché la rocaille qui se trouvait à nos pieds en bordure du massif qui court le long de la maison,
et nous l'aurions jeté dans la porte-fenêtre qui était devant nous. Eh bien, non. Le lieutenant, lui, agit moins simplement. Il quitte mademoiselle Murray et va 3 mètres plus loin briser une vitre de la seconde porte-fenêtre. Et pourquoi? Parce que dans les morceaux brisés, on n'ira pas trouver les 2 trous faits par les balles. Est-ce que c'est vrai ce que dit M. Holmes? Oui. Mais à quel moment a-t-il tiré? Je vais vous le dire. Avant le dîner, il a eu un entretien avec son oncle et il lui a demandé de l'argent pour payer sa dette de jeu. C'est bien cela, n'est-ce pas, Lasker? Oui. Et l'oncle a refusé. Non, mais à condition que sa femme, elle aussi, soit d'accord. Alors je savais la partie perdue d'avance avec elle. Effectivement, après le dîner, ils vont tous les deux s'enfermer dans le musée. Et aux éclats de voix que vous entendez, vous comprenez que Mme Burton s'oppose formellement à ce que son mari paie cette dette de jeu. Tout cela, vous l'avez prévu, et comme ils n'ont pas d'enfants et que vous êtes le seul héritier, oui, cet après-midi, je me suis renseigné, vous décidez d'en finir. Pendant que le major monte chercher son tabac et que mademoiselle Murray prépare les cartes, vous allez dans la salle à manger, soi-disant pour y prendre du porto. En réalité, vous ouvrez la porte-fenêtre, vous passez dans le jardin, vous gagnez la seconde porte-fenêtre du musée et de là, vous tirez à travers la vitre 2 balles sur le colonel et sa femme. Vous êtes un excellent tireur et vous ne les ratez pas. Vous regagnez en courant la porte-fenêtre de la salle à manger, vous rentrez et vous réapparaissez dans le couloir devant mademoiselle Murray et le major. Là, vous émettez l'hypothèse d'un cambrioleur, vous sortez avec mademoiselle Murray et vous allez briser la vitre déjà trouée de 2 balles. C'est pour ça que vous m'avez demandé, Monsieur Holmes, si d'habitude je prenais le verre qui était devant moi ou celui de mon voisin. Exactement. Et quand Lasker est entré le premier dans la pièce et qu'il s'est penché sur le corps de son oncle, il lui a glissé son revolver dans la main droite. Ainsi, le crime était presque parfait. Mais, mon cher Holmes, ce qui m'étonne, c'est que, le soupçonnant, vous ayez dit devant lui que vous aviez l'intention de revenir le lendemain matin pour reconstituer la vitre. Ça, c'était l'inciter à détruire au plus tôt la seule preuve que vous aviez contre lui. Il n'a d'ailleurs pas tardé à venir casser à coups de marteau les morceaux de vitre, afin que la reconstitution ne fasse pas apparaître les 2 trous faits par les balles. Mais mon cher Watson, j'ai bluffé comme au poker. Dans l'état où étaient les morceaux, cette reconstitution était impossible. Mais cela, Lasker n'y a pas pensé une seconde. Il a pris peur. Et c'est là-dessus que je comptais, pour qu'il se découvre. Et comme je le prévoyais, il est venu briser les morceaux de vitre qui, croyait-il, pouvaient servir de preuve à son crime. Est-ce que c'est vrai tout ce que vient de dire M. Holmes? Oui, tout est vrai. Eh bien, mon gaillard, on t'a bien coincé, hein? Oh, vous ne cherchez pas à vous parer les plumes du pan, hein? Je peux même vous dire une chose. Moi, si j'étais à votre place, et si je risquais de me trouver encore une fois en compétition avec un homme comme Sherlock Holmes, eh bien, j'aimerais mieux donner ma démission et essayer un autre métier. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre Le mystère de la chambre close, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abderricquer. Avec Maurice Ténac, Sherlock Holmes, Pierre Mon